Merci infiniment, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Lui porte la voix du régime en place, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Yves Abama. Il est également enseignant. Il est en plein dans les examens blancs actuellement, je pense. Yves Abama, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Heureux de porter la voix du RDPC sur votre plateau une fois de plus. Et comme vous le dites, nous sommes en pleine séance d'examen blanc. Là, je sors du lycée, je vais suivre jusqu'à 17h. Et demain, j'y serai encore. Merci infiniment, chers messieurs. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et merci de nous retrouver ce soir pour le débrief de l'actualité. Je suis très heureuse de retrouver ce magnifique plateau, mais surtout Colas Ouanfant, parce qu'il m'a beaucoup manqué hier. Je sais pas pourquoi. Il comprendra certainement. Mais heureusement qu'on est là pour le direct de ce soir. Et on espère que ça va se passer dans de très bonnes conditions, puisque nous sommes également en relais sur YouTube grâce à Flaubert, qui s'en occupe. La thématique centrale, c'est au bar de votre petit écran, agent fictif au Parlement camerounais, scandale isolé ou système organisé. Vous le savez depuis quelques jours. Le très honorable Théodore Ndato a lancé l'audit au niveau du Parlement. On s'est retrouvé avec 150 agents fictifs. On va détailler tout cela tout à l'heure. Le temps pour moi de poser la question à Vincent Yédé. Comment est-ce que vous avez trouvé ou accueilli ces 150 agents fictifs découverts au Parlement du Cameroun? Écoutez, c'est sans surprise, parce que comme vous le savez, c'est pas la première fois qu'on découvre qu'il y a des agents fictifs. Tout récemment, c'était au niveau de la fonction publique. Et donc, quand on a découvert des agents fictifs là-bas, c'est tout simplement la continuité du système. Et l'Assemblée nationale ne saurait être, n'est-ce pas, un oisif à l'intérieur, n'est-ce pas, de la machine du RDPC. Et donc, on se dit certainement que c'est comme ça qu'ils font pour financer les activités de leur parti politique. Alain, des salariés fantômes qui n'ont jamais mis les pieds au Parlement du Cameroun, mais touchaient pourtant chaque mois un salaire, que certains ont dit qu'on prélevait sur nos impôts. Comment est-ce qu'on en arrive là? Oui, on en arrive là parce que il y a un phénomène, la longévité au pouvoir est incroyable chez nous. Nous avons cette longévité au niveau des institutions publiques qui fait en sorte que les institutions deviennent à un moment donné taillées sur mesure, la mesure d'un individu, la mesure des personnes qui sont chargées de les animer. Donc cette longévité, l'Assemblée nationale n'est qu'un pan. Le Conseil économique et social, le président du Conseil économique et social a fait presque 40 ans, où la machine administrative qui était chargée d'animer, il animait en fonction de son tempérament. Donc c'est tout ça, cette longévité au pouvoir qui nous pousse vers tous ces abus-là. Yves Abama, 150 agents fictifs, oui. C'est un scandale au Parlement. Bon, je voudrais bien me prononcer sur la question en termes de scandale ou pas, mais je m'interroge, est-ce qu'il y a une note officielle de l'Assemblée nationale qui renseigne sur ces 150 agents fictifs? Parce que jusqu'ici, moi, je ne l'ai pas vu, je sais pas. Bien sûr, ça existe avec tous les détails que je vais vous donner tout à l'heure. Ok, s'il y a une note officielle, on va dire que c'est un problème. Mais on ne va pas faire comme si c'était un problème nouveau, parce que vous savez que depuis quelques années, cette expression-là, agent fictif dans nos administrations, on en entend parler. Il vous souvient même que l'État du Cameroun est en procès avec certains responsables qui ont eu à travers le ministère des Finances pour les mêmes raisons. Parce qu'on vous annonçait des Camerounais détenteurs de plusieurs matricules, tout ça et autres. Donc en fait, c'est une habitude camerounaise et c'est un peu regrettable que cette habitude ait pu faire tache d'huile dans plusieurs administrations de chez nous. Mais je veux dire en même temps que, vous savez, quand un responsable, comme le très honorable Dato, dans les rênes d'une institution, c'est normal qu'il audite parce qu'il faut bien qu'il sache de quoi il hérite. Il faut qu'il sache quel est le point de départ et pour savoir comment diligenter ses actions. Bon, maintenant, moi, je proposerais qu'on aille un peu avec beaucoup de prudence pour que l'action de salubrité publique qui est en train d'être faite, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ne ressemble pas à une espèce de chasse aux sorcières. Vous connaissez le contexte dans lequel on est. Vous voyez, j'en parle, pourquoi j'en parle? Parce que très souvent, il m'arrive de parcourir les réseaux sociaux et de voir des choses sur les pages et des lanceurs d'alerte et de ci ou ça. Bref, c'est un peu dérangeant. Donc, il faut que l'opération soit menée peut-être avec un peu de discrétion aussi, parce qu'il y a, au bout, il y a vraiment des choses qui peuvent nous mettre dans une situation incontrôlable. Donc, voilà ce que je peux dire pour commencer. Et pour accompagner ce que vous dites, il faut préciser que l'opération s'inscrit dans le cadre de la démarche opération comptage physique des personnels d'État. Oui. C'était important pour le très honorable Ndato de faire le point là-dessus. Et sur les 150 agents fictifs qui ont été identifiés, vous avez 97 qui étaient rattachés au cabinet de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et vous avez également les 53 autres qui se retrouvaient au niveau du secrétariat général, en attendant d'autres précisions là-dessus. Pourquoi est-ce que Yves Abama nous impose, entre guillemets, d'être discret sur une opération pareille? Le peuple a besoin de savoir qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'air. Vous savez, il est difficile d'être dans la peau de Yves Abama, n'est-ce pas, qui se retrouve obligé de défendre même les défendants. Donc je crois que c'est tout à fait normal qu'il soit prudent et qu'il nous invite à la prudence également. Mais il nous souvient quand même qu'il y a eu des soucis au niveau de l'Assemblée générale, au niveau de l'Assemblée nationale, entre l'ancien président et ses secrétaires généraux. Et vous savez, le secrétariat général, c'est là où toute l'administration, c'est le cœur de l'administration. Et certainement que ces choses existaient déjà et ça pouvait être l'une des pommes de discorde avec ses collaborateurs qu'il a évincé tour à tour, n'est-ce pas, pour pouvoir se doter finalement d'un secrétaire général à sa mesure et qui pouvait laisser passer tout ce que nous décrivons là aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui devait être connu et tel que je le disais, qui permettait, n'est-ce pas, de faire une certaine redistribution. Vous savez, 40 ans à gérer une institution, c'est quand même compliqué. Non, pas 40 ans, je pense que c'est 30. Oui. 34 ans, 40. 34 ans. C'est pas loin de 40 ans. 40 ans parce qu'il était déjà député avant de devenir président. 1970. Ah, oui. Voilà. L'année de ma naissance, il était député. Voilà. Donc vous savez, à un moment donné, vous entretenez un certain nombre de personnes, vous avez le pouvoir, vous devez, n'est-ce pas, leur rendre des services. Et nous avons d'ailleurs vu
la pression, n'est-ce pas, dans son département d'origine, où les gens attendaient, où les populations attendaient de lui qu'il leur donne des emplois. Donc certainement pour pour apporter quelque peu des solutions à toutes ces sollicitations-là, à un moment donné, il pouvait se retrouver obligé de poser un certain nombre d'actes, pas pour justifier, mais pour dire que le fait de mettre l'homme à des postes de responsabilité peut favoriser ce genre de comportement. Et l'Assemblée nationale n'y a pas échappé. Pour ce qui est des responsabilités, Alain, qui savait et qui a laissé faire? S'il faut analyser ce qui se passe. S'il faut analyser, le libellé de ce soir, c'est scandale isolé ou scandale où, voilà. Donc je crois que c'est d'abord un scandale qui est systémique. Il s'inscrit dans le fonctionnement du système. Le système fait quelquefois son aggiornamento. Le même système, après avoir fait son aggiornamento, tu n'arrives pas à comprendre. Dans les sociétés publiques, par exemple, on a pris un certain nombre de mesures pour que les directeurs généraux de sociétés publiques n'excèdent plus 9 ans aux affaires. Mais aujourd'hui, il y a des directeurs généraux qui sont là depuis 40 ans. Il faut voir ce que la SNH est devenue. Maintenant, la dévolution de pouvoir au niveau de la SNH est devenue une évolution à l'intérieur d'un foyer. C'est ça le système. Mais la communication officielle au niveau de la SNH, on vous dit il n'y a pas de souci, tout se passe normalement. Bon, donc c'est pour ça que je suis en train de dire que à partir du moment où vous avez abandonné les institutions, elles sont devenues comme des franchises entre les mains des gens qui sont chargés de les animer. Ça fait en sorte que chacun y va à tempérament, chacun y va de son intérêt principal, et ça fait en sorte que l'intérêt public est mis en mal dans ces institutions. Ça pose un problème, mais c'est un problème de gouvernance, parce que c'est comme ça que malheureusement le régime fonctionne. Le régime fonctionne sur la base de la redistribution clientéliste. Et cette redistribution, quand on te donne une institution, quelquefois, ils ont même un fonctionnement incroyable. On te donne une institution, on dit que tu as personne ressource d'accompagnement. Ça veut dire qu'en vérité, on t'a donné la ressource de l'État, mais que tu es chargé de mettre au service d'un intérêt privé. C'est pour ça que moi je dis que c'est plutôt quelque chose de systémique, de systématique, et on ne peut pas dire que c'est des scandales isolés. Parce que quand un scandale vient, il n'émeut plus. Lorsque le scandale est déjà rentré dans les mœurs et que désormais il est devenu institutionnel, le scandale n'émeut plus. Ça veut dire que nous sommes dans quelque chose d'itératif et de tous les jours, on est dans quelque chose qui est institutionnel. Si on a des agents fictifs, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les protège, non, Yves Abama? Oui, avant de répondre, vous avez des soldes, des salaires qui passent? Bien entendu. Avant de répondre à cette question, je vais rappeler que, en réalité, la problématique des agents fictifs, elle est inhérente à la gouvernance moderne. Elle est inhérente au fonctionnement des États modernes, je veux dire. Vous voyez, parce que, laissez-moi un peu faire un tour pour vous dire qu'on a connu de nombreux scandales fictifs en France. Il y a des élus, des responsables qui sont même poursuivis pour les faire pareil aux États-Unis, partout, c'est comme ça. C'est-à-dire que la gouvernance moderne offre des passerelles floues qui permettent à certains responsables véreux de faire un certain nombre de choses. Et le Cameroun n'échappe pas à cette réalité-là, puisque nous ne sommes pas une île. Maintenant, oui, quelqu'un les protégeait. Bon, mais moi, je vais rester un peu prudent. Je vais rester un peu prudent dans le cas de cette affaire, parce que nous sommes dans un environnement où les questions comme... Non, pas qu'on va rentrer Lille. Peut-être que vous ne voyez pas, c'est dangereux, parce que vous n'êtes pas politique. Mais c'est une question très délicate qui pourrait aboutir. Parce que dans la gestion de cette affaire-là, il faut tenir en compte le ressenti des uns et des autres, des personnes qui se trouvent de part et d'autre. En même temps, je comprends très bien l'engagement du très honorable Dato à Séni, mais en même temps, je regarde notre environnement, je me dis, est-ce que on ne va pas arriver à une situation où certains compatriotes vont estimer que on est en train de leur faire la chasse aux sorciers. C'est ça que j'ai dit. Ce serait bien peut-être de faire ce travail-là sans surcommuniquer là-dessus, sans toujours laisser filtrer les informations avant qu'on aille au thème. Voyez. Mais faire le travail, il faut le faire. Maintenant, comment gérer pour vous dites que pour les règlements de compte? Non, je ne dis pas. Je m'interroge. Lille, je m'interroge. Pour l'honorable Dato de se laver les mains. Je m'interroge. Je ne fais aucune affirmation. Je me dis, dans ce contexte, une opération pareille, quelles sont les interpellations auxquelles elle peut s'ouvrir? Et j'essaie de me placer de part et d'autre. C'est-à-dire que du côté de l'honorable, on va dire c'est normal. Des cours élémentaires de gestion vont vous dire que vous prenez une structure avant de la conduire. Vous devez d'abord savoir ce dont vous héritez. Vous devez jauger. Vous devez faire un audit. C'est normal. Maintenant, quand vous avez fait un audit, vous avez trouvé un certain nombre de choses. Il est clair que vous pouvez pas vous tourner les pouces et dire bon, il n'y a rien, je continue. Il faut gérer ça, mais comment? C'est dans ce comment que moi j'essaie de voir. Je demande qu'on mette un peu de prudence et qu'on essaye d'intégrer tous les paramètres avant de passer à l'étape supérieure. Mais même le très honorable Théodore Dato qui fait cet audit-là ne s'exclut pas aussi là-dedans. Bien entendu. Donc ça veut dire qu'il est conscient de l'audit engagé, Vincent. C'est pour cela que je disais que, en réalité, au niveau du secrétariat général, c'est une situation qui ne pouvait pas ne pas être connue. Et puis, c'est une belle occasion pour le très honorable de communiquer, n'est-ce pas, de montrer qu'il est venu avec une nouvelle gouvernance, une bonne énergie. Je crois que c'est tout à l'intérêt du RDPC, n'est-ce pas, qu'il pose ce genre d'acte-là. La question est de savoir, est-ce qu'après cela, il ne va pas se retrouver à tomber dans les mêmes travers? Parce que vous savez, c'est assez contraignant au niveau de la politique. Quand vous voyez le nombre de sollicitations auxquelles il va être obligé de faire face, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, qu'ils se retrouvent dans le même système. C'est d'autant plus qu'il y a eu une espèce d'impunité qui leur est garantie. Parce que si d'aventure... Je crois qu'ils ne s'y engageraient pas, mais puisque c'est eux qui sont au pouvoir. Et on sait très bien la connivence qu'il y a entre le gouvernement et puis le système judiciaire, et puis du côté du Parlement également, il n'y a pas de forte chance que quelqu'un se retrouve inquiété. Et donc, mais je dis, c'est une excellente opération de communication pour le président. Surtout que dès qu'il a pris fonction, il y a aussi des fiches de présence. Il y a cette communication-là, des fiches de présence imposées au niveau du Parlement, parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas aux sessions et qui ne travaillent pas mais qui émargent chaque mois. Donc finalement, on a aussi instauré une fiche de présence là-bas. Peut-être c'est après tout cela qu'on a découvert qu'il y aurait ces personnes qui se retrouvent en train de manger, entre guillemets, l'argent du pauvre contribuable camerounais. Là encore, nous ne sommes pas dans la modernité. On rentre dans les archaïsmes de fiches de présence. Aujourd'hui, dans les structures modernes, on n'a pas besoin de fiches de présence. Vous venez, on vous reconnaît au faciès ou par votre empreinte et vous passez. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale ne soit pas en mesure d'adopter ce
ce système-là. Maintenant, s'il faut remplir les fiches de présence, vous savez très bien que votre collègue peut le faire à votre place. Si vous n'êtes pas là, voilà. Donc, s'il veut vraiment moderniser l'administration ou le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il y a d'autres méthodes. D'accord. Avec ce cas-ci, Alain, peut-on parler d'erreur administrative parce que c'est moins 150 agents fictifs ou c'est un système de détournement bien huilé? Parce que c'est plusieurs millions de francs CFA qui se sont évaporés dans la nature comme ça pour des personnes qui ne foutent rien du tout. Non, c'est tout à la fois. C'est des millions détournés, mais en plus, j'ai parlé aujourd'hui que c'est une politique clientéliste. Chacun des élus a besoin d'avoir autour de lui un certain nombre d'affidés qu'il tient, à partir de ce moment-là... Mais ce pas les élus qui sont concernés par cette affaire, je pense. C'est l'administration. Au niveau du secrétariat. Non, la vérité, c'est que l'administration, mais c'est d'abord... Il y a l'administration, c'est comment... L'administration est chargée... L'administration est chargée... Ça me donnait l'impression que ce sont... Mais les élus aussi, peut-être préciser que les élus devraient avoir l'œil sur tout ce qui se passe au niveau du Parlement, attirer l'attention du président ou bien des autres. Ce n'est pas son propos. Non, je reprécise pour qu'on puisse mieux comprendre. Non, je vais plutôt dire que le secrétaire général est chargé de l'administration de l'Assemblée nationale, mais au-delà du secrétaire général, il y a des élus qui sont là, qui doivent faire un travail de veille sur les institutions. À partir du moment où les élus même sont un peu dans la connivence, ça commence à poser un problème. Le président de l'Assemblée nationale est un élu, au-delà d'être président de l'Assemblée nationale. Il a des vice-présidents, il a tout un bureau. Ça veut dire que ce type de pratiques, c'est des pratiques qui sont connues, mais chacun couvre parce que chacun a intérêt à le couvrir, parce que chacun est dans son clientélisme. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Voilà, et c'est ce que je ne peux pas dire que je ne voulais pas que vous le disiez, mais c'est ce sur quoi je voulais faire une petite correction. D'accord. Petite correction, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez bien dit vous-même, le secrétaire général est chargé de l'administration de l'Assemblée nationale. Quand vous lisez la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que les élus n'ont, c'est-à-dire que j'enlève les membres du bureau, ils n'ont rien à faire de façon globale. L'ensemble des députés, le député lambda n'a rien à faire dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Les textes font que lui, il vient là pour faire un travail qui est connu. C'est-à-dire qu'il vote les lois, il a le contrôle de l'action gouvernementale, il a un certain nombre de choses qu'il fait qui ne sont pas associées à l'administration de l'Assemblée nationale. Du coup, il y a des choses là-bas qui peuvent se faire qui échappent totalement à son contrôle. Il n'y a pas des rapports qu'on adresse à chaque député pour dire voilà le fonctionnement de notre assemblée, voilà. Non, il n'y a pas ça. Les rapports, c'est pour le président, c'est pour certains membres du bureau et ainsi de suite. Je veux dire qu'en réalité, c'est un système, effectivement, qui nous fait perdre beaucoup d'argent et on ne peut pas faire l'économie des mots. Faut dire, c'est un détournement en bonne et due forme. C'est un système qui, malheureusement, a pu peut-être déjà mettre un certain temps. On a parlé. Non, bon, vous pouvez dire ça comme ça. Vous pouvez dire ça comme ça. Comment une structure comme le Parlement peut fonctionner autant d'années sans qu'il y ait un contrôle, qu'on vérifie qui fait quoi? Les contrôles du Parlement sont internes au Parlement. Le Parlement a ses inspecteurs. Ils ont un certain. C'est le président qui est élu. Voilà. Non, il est élu, mais il est fait, voilà, naturellement, c'est le seul parti qui peut rentrer dedans. Donc quand les contrôles sont faits, en réalité, ces contrôles ne sont pas destinés au public. Ces contrôles sont faits et adressés à lui. C'est comme actuellement tous ces audits qu'on fait. Le destinataire, c'est qui? C'est le chef honorable Dato. C'est maintenant lui qui sait comment il va diligenter son action en fonction des résultats qu'il aura obtenus. On peut se dire, c'est ça que moi je dis, au-delà de la question politique, parce que je vois que mes copanélistes sur le plateau, normalement, sont des adversaires RDPC, c'est de bonne guerre. Mais je veux dire que, oui, on ne quitte pas. Je veux dire, c'est de bonne guerre qui nous accusent, qui disent que c'est leur gouvernance. Mais moi, je pense que ce qui arrive là fait partie des défaillances de la gouvernance moderne. C'est-à-dire que on est dans un environnement où la gouvernance moderne élabore des zones de non-droit, des petits trous, à travers lesquels des responsables qui n'ont pas une moralité très élevée ou des responsables qui viennent pour s'enrichir peuvent passer pour poser un certain nombre d'actes. Et je vous dis, vous avez été en situation de responsabilité dans des mairies, l'OSDF, et des mairies qui ont souvent été reprises par le RDPC après. Et je vous conseille d'aller par exemple rencontrer un monsieur comme le maire pour pas de Douala Choua. Oui, voilà, c'est votre ami, ça tombe bien. Lui poser un certain nombre de questions sur l'état de la mairie tel que lui l'a eu. Vous voyez, mais par élégance, il y a des choses qu'il ne peut pas jeter comme ça parce que mine de rien, c'est un élu. Donc je veux dire que, non, c'est pas subjectif. J'en parle parce que ce sont des choses dont j'ai entendu parler, mais il y a des choses qu'on ne peut pas jeter comme ça sur la place publique parce qu'on nous dira que nous sommes en train de jeter un adversaire à l'avenir populaire. C'est pour dire à mon companiste du SDF que, en réalité, cette leçon-là venant de chez eux, c'est quand même un peu délicat. Bon, je vais pas parler au conseiller parce que je le vois déjà si j'entre. Si vous ne parlez pas au conseiller, on va continuer à le non. Je vais faire une prétédition. Je suis en train de faire une prétédition. C'est pas qu'il va pas le parler, je fais une prétédition. Parce que si j'entre, par exemple, dans les méandres de la gestion d'une commune comme celle des ECA, vraiment, le conseiller verra que là-bas, tout n'y est pas exemplaire. Vous voyez, il est à Douala 3, il sait très bien ce qui se passe là-bas. Quand lui-même essaie de faire une comparaison avec une des mairies PCAN, je ne pense pas que ce soit le paradis. Donc c'est pour ça que je dis, c'est de la politique, je comprends qu'ils nous attaquent, mais moi je dis que cette affaire-là, c'est un mal qui est inhérent à la gouvernance mondiale. Il faut répondre, hein. Monsieur Abama veut absolument d'être équitable sur ce plateau. Monsieur Abama veut absolument noyer le poisson en évitant la question au niveau de la troisième. Ça, je voudrais le dire ici de manière claire. La gestion du maire Kwapnang a été validée, les comptes ont été validés quand nous sommes arrivés. Donc vous pouvez pas, n'est-ce pas, laisser croire que on a laissé passer des choses parce qu'on ne voulait pas. Non, sincèrement. Mais nous avons tous vu le très honorable Cavaillé Djibril fonctionner au niveau de l'Assemblée nationale. C'était un roi qui ne s'encombrait d'aucune méthode. Il n'acceptait pas qu'on lui dise comment fonctionner. Il était un frein à la modernisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et donc il n'y a pas de surprise que nous voyons toutes ces choses-là se produire aujourd'hui. Et ce qu'on voulait dire là tout à l'heure, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour ne pas continuer, parce que ces gens, en réalité, c'est des protégés des élus. Ils ne sont pas du quartier. Vous ne serez jamais au courant d'un recrutement au niveau de l'Assemblée nationale. Ça se passe comment? C'est le bouche à oreille, et c'est les élus qui amènent ces personnes là-bas. Et ça, c'est un système qui a été mis en place. On va tout simplement dire que la longévité à ce poste a donné la possibilité
à l'ancien président de l'Assemblée nationale de faire un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, il n'en avait même plus le contrôle. Et il n'a même pas exclu que d'autres choses se soient faites dans son dos. Quand vous voyez son âge et vous voyez le temps qu'il avait mis au niveau de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, à un moment donné, il avait même délocalisé les bureaux. C'est-à-dire, il n'était même plus là pour voir comment les choses se passaient. Donc, on ne peut pas être surpris de ce qui s'est passé. On va tout simplement dire que ça, c'est les aléas de la longévité à certains postes de responsabilité. Vivement que cela ne se produise plus. Et cette opération vient nous rappeler une histoire de 2025 où on a vu plus de 20 000 fonctionnaires fictifs recensés et une perte de près de 46 milliards de francs CFA pour l'État du Cameroun. Est-ce qu'à ce moment-ci, Alain, qui doit rendre des comptes concrètement, de simples exécutants ou des responsables politiques de haut niveau?